voyez ou pas là? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 12 par sec. Pour cette petite vidéo sur les satellites d'Uranus, j'avais envie de changer un petit peu l'atmosphère. Ah, il y a du vent! Bon, vous ne devez pas entendre grand chose parce qu'il y a beaucoup de vent, mais finalement, bah voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les alentours, c'est magnifique. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, donc on va finalement rentrer à la maison et faire l'épisode comme on fait d'habitude. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite, bien sûr! Voilà, ouais, c'est bon, bah ça n'avait rien à voir, je sais. Bon, bah écoutez, je vous montre que je voyage, hein. Je sais pas quoi foutre de mon argent de Tipeee. Bon, puis le Portugal c'est bien, mais le problème c'est que j'avais un peu de mal à faire la différence entre les Portugais et les Wookiees. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière vidéo de la série des satellites des planètes du système solaire. Et on parle aujourd'hui des satellites d'Uranus. Comme d'habitude, on va pas parler de tous les satellites, mais seulement des principaux, et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas le temps. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a pas non plus masse de choses à dire sur ces bouts de cailloux, hein, qui, ne nous mentons pas, pourraient bien ne pas exister, que ça nous en secouerait une sans bouger l'autre. Enfin, je dis ça, t'es pour ceux qu'on a, hein, c'est des hommes, quoi, ceux qui ont des barbes. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Ah oui, non, pardon, toi, t'es plutôt... on s'est pas bien souhaité, d'ailleurs. Ah, puis ça y est, évidemment, hein, on parle d'Uranus et ça tourne tout de suite autour de ça. Hein. Non, on va essayer de faire des efforts pour cette vidéo, d'être relativement sérieux. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Uranus, hein, pas les satellites, mais la planète Uranus, hein, dans laquelle j'avais fait pléthore de jeux de mots aussi travaillés que foireux. Et bien, dans cette vidéo, nous saurons rester sages. Uranus a donc 27 satellites, mais nous, on va s'attarder sur les 5 plus connus, Titania, Oberon, Ariel, Umbriel et Miranda. C'est les seuls satellites d'Uranus à avoir une masse suffisante pour être en équilibre hydrostatique. Ça veut dire qu'ils sont ronds, hein, ou en tout cas plus ou moins sphériques, hein, cherchez pas plus loin. Allez, let's fuck! Pardon, excusez-moi, un petit peu bu. Bon alors, par où je commence? Putain, je sais même pas par où commencer. Commencez déjà par admettre que vous avez un problème de boisson, mon vieux. Bon, ça y est, on a bien le droit de se désaltérer un peu avant de crever. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'aujourd'hui, les lunes d'Uranus, bah on en connaît quand même pas grand-chose. Elles ont été survolées qu'une seule fois par Voyager 2 en 1986. Depuis, il n'y a jamais eu d'autres survols. Donc, on n'a pas non plus masse d'informations. Les instruments de Voyager 2, ils avaient rien à voir avec ceux des sondes actuelles ou qui ont été envoyés il y a une dizaine d'années. Bah oui, mais tu sais, on était en 1986, hein, c'était quand même l'année de sortie d'Highlander. Vous voulez vous battre? Ah non, ça c'est Vercingétorix, excusez-moi. En tout cas, les satellites d'Uranus, on n'a pas autant d'infos sur eux qu'on peut en avoir sur ceux de Jupiter, grâce aux sondes Galilée et puis, Galileo et Juno, et aussi ceux de Saturne grâce à la sonde Cassini. Donc si je vous balance un peu moins d'infos, c'est tout simplement parce qu'on en a moins. Et puis aussi un peu parce que j'ai rien branlé à l'écriture. Bon alors, mais qu'est-ce qu'on en sait de ces satellites finalement? Est-ce qu'on sait des trucs un peu ou pas? Bah oui, un petit peu quand même. Bon d'abord, on sait qu'ils sont plutôt sombres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a quand même pas mal galéré à les voir au départ. La plus lumineuse de ces lunes, enfin celle qui réfléchit le plus de lumière, c'est Ariel. Elle est juste un peu plus brillante que la Terre. C'est pas énorme, hein. C'est 0,4 l'albédo. Et la plus sombre de toutes, Umbriel, est presque aussi sombre que Mercure, la plus sombre des planètes du système solaire. Avec un albédo de seulement 0,119 je sais pas quoi. Bah ça c'est vachement sombre, hein. Je veux dire, après plus sombre c'est Dark Vador, hein. Puis encore plus sombre, alors là c'est le fond du trou du cul de Dark Vador. Ah là c'est sombre, hein. Il y a une pression de dingue à l'intérieur. Je veux dire, une fois que tu y es, tu ressors plus. Un peu comme celui de Padmé d'ailleurs, qui... Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je vous dis que les lunes sont sombres, on le voit sur cette image. Là, vous voyez, la photo, par exemple, bah, c'est pas en noir et blanc. Ce sont les vraies couleurs des satellites. C'est à ça qu'ils ressemblent. Ils se ressemblent même beaucoup les uns les autres, hein. C'est pas évident de les différencier. Puis alors après, si vous mettez la photo en noir et blanc, alors là, c'est carrément impossible de les reconnaître, quoi. C'est un peu comme si je vous montrais cette photo. Comment vous faites pour savoir qui est qui? Non mais attendez, excusez-moi, je suis pas raciste. Ce que je dis, c'est que sur cette photo, bah, c'est quand même pas évident de savoir si c'est l'orange qui est trop acide ou pas. Enfin bon, tout ceci nous éloigne de notre sujet principal, les lunes de votre anus. Ces 5 lunes sont très petites. Ça va de 470 km de diamètre pour Miranda, la plus petite, à 1600 km de diamètre pour Titania, la plus grande. Bah oui, bah c'est moitié moins que notre lune à nous, hein. Et même au niveau de la masse, c'est pareil, hein. Elles sont toutes moins massives que la lune. Titania, le plus gros satellite, fait genre moins de 5% de la masse de la lune, quoi. Je veux dire, c'est rien. Alors Uranus, elle est peut-être beaucoup plus grosse que nous, c'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr. Elle a un sacré gros cul, la Uranus, mais au niveau des lunes, bah c'est nous qu'on a la plus grosse. Puis je suis désolé, hein, mieux vaut une seule grosse que 5 petites. Hein, je sais pas ce qu'en pense Rocco, hein, mais c'est quand même pas pareil, hein. Ouais, c'est autre chose. Ouais, c'est la vraie vie. Bah évidemment, attends, je vais tout de suite arrêter les blagues sur le cul parce qu'on va y passer la nuit. Alors la première paire de satellites, Titania et Oberon, ce sont les deux plus gros. Hein, c'est la plus grosse paire, hein, de satellites. Ils ont été découverts en 1787 par William Herschel, le même jour. Le mec, il a fait d'une pierre deux coups. D'ailleurs, il était tellement chaud, le gars, qu'il a annoncé à tout le monde qu'en fait, il en avait découvert encore plus. Genre encore 4 de plus que les deux là. Sauf qu'en fait, non, pas du tout.
c'était n'importe quoi. William Herschel, bah, on en parle souvent, hein, on l'aime bien. Si vous suivez mes vidéos, c'est un nom qui doit pas vous être inconnu. En fait, avant de découvrir les satellites d'Uranus, bah, il a découvert Uranus. Et voilà, juste ça. Non mais le mec était quand même très bon parce que même s'il s'est gouré sur 4 satellites, il en avait quand même découvert 2 avec un satellite qu'il a fabriqué lui-même, déjà faisant autant. Et le télescope était tellement bon que pendant 50 ans, il y a que lui qui a réussi à les voir. Je veux dire, les autres, et personne n'y arrivait. Donc le gars, c'est pas n'importe qui. C'est pas pour rien qu'il y a des cratères et des astéroïdes qui portent son nom un peu partout, là, sur Mars, sur la Lune, etc. Il était tellement bon, ils ont même fait des sacs à dos à son nom, quoi, hein, des sacs à dos Herschel. Là. Non mais ça a rien à voir. Ah bon? Ah bon, je croyais. En tout cas, c'est vraiment à se demander comment il a fait. Mais on peut pas lui demander parce qu'il est mort. La deuxième paire, Ariel et Umbriel, a été découvert en 1851, donc un peu plus tard, par un autre William Lassell. Vous avouerez que c'est un nom qui colle bien à la situation. Pourquoi? Bah, un mec qui découvre les satellites d'Uranus qui s'appelle Lassell. Non mais je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas des conneries, hein, c'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est son nom, gars. Ben voyons. En tout cas, c'est vrai qu'Uranus et Lassell, bah ça colle bien, c'est le cas de le dire. Et les autres ont été découverts encore après par d'autres gens ou par Voyager 2 quand elle était sur place, et même par des télescopes sur Terre. Alors faut savoir que les 4 premiers, Titania, Oberon, Ariel et Umbriel, enfin plutôt les 2 premiers, Titania et Oberon, sont restés très longtemps sans nom. Herschel les avait appelés les lunes 1 et 2, et Lassell les lunes 3 et 4. Enfin, ils avaient inversé le truc, c'est-à-dire il y en avait un, il a pris les lunes 1 et 3, l'autre 2 et 4, enfin voilà, c'est pas bien important. Et c'est John Herschel, le fils de William, qui a eu la lourde responsabilité de trouver des noms qui auraient un peu de gueule. Sauf que le Johnny, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ce matin, l'idée m'est venue, crénom de Dieu d'enculer un pendu. Non, il s'est pas dit ça, non. Il s'est dit que, pour la première fois, eh ben, on choisirait pas des noms qui auraient un rapport avec la mythologie grecque, romaine ou autre chose qu'on avait fait jusqu'ici, pour tout le reste, mais on choisirait plutôt des noms de personnages fictifs. Alors au départ, il propose Iron Man, Chewbacca, Legolas et puis Yamcha, et on va lui dire, bon là, faut peut-être pas pousser le délire trop loin non plus, hein, faut arrêter les conneries, Yamcha il est complètement bidon. Alors du coup, comme le gars lisait un peu Shakespeare, bah, il a proposé des noms de personnages qui apparaissaient dans certaines de ses œuvres, comme notamment Le Songe d'une nuit d'été, hein, qui raconte plus ou moins l'histoire d'une femme qui aimait les grosses, hein, donc du coup elle se met avec un âne. Bon, je vous le fais en accéléré, hein, je veux dire, il se passe plein d'autres trucs avant, hein. D'abord elle va essayer avec un poney. Et bah elle, c'est Titania. En fait, c'est dans cette histoire qu'on découvre Oberon et Titania, qui sont un roi et une reine fée, qui vont... vous le lirez, hein. Vous le lirez et puis vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Pour ce que j'en ai à foutre. Mettez-moi plutôt la recette d'un bon cocktail, ce sera plus intéressant. Et pour les autres, Ariel, Umbriel, Miranda et puis tout le merdier là, bah ça vient cette fois d'un poème d'un type qui s'appelait Alexander Pope, qui était un poète anglais du XVIIIe siècle. Et le poème s'appelle La boucle de cheveux enlevée. Voyez, non mais je me tue à vous dire que ça me va pas d'être sérieux. Je veux dire, voilà, c'est quand même plus marrant quand je fais des blagues de cul, non? Allez, rentrons dans le vif du sujet et examinons plus en profondeur Uranus. Enfin, je veux dire ses satellites, pardon. Commençons avec Titania, le plus gros d'entre eux, qui est un satellite fait de roches et de glace. Comme bien souvent, hein, chez nos amis les satellites, hein, ils sont pas très originaux. En même temps, dans l'espace, il y a pas tellement de choses que des cailloux et de la poussière, donc à un moment donné, ça va faire ça. Et puis bon, il y a du gaz aussi. Et puis bah, dès que t'es loin d'une étoile, bah il fait froid. Donc comme il y a plus de vide que d'étoiles, bah à un moment donné, il y a de la glace qui se forme. Donc jusqu'ici, c'est normal. Cela dit, on pense que Titania aurait pu au début être plutôt chaude et liquide. Chaude et un peu liquide, putain, fais gaffe Solo. Maîtrise totale. Et que le liquide se sera ensuite refroidi et se serait solidifié pour créer de la glace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein de fissures, hein. Quand c'est de la glace, c'est un peu plus facile d'avoir des fissures, le sol se craquelle au fur et à mesure. La surface est d'ailleurs pas très cratérisée, hein, contrairement à d'autres comme Oberon par exemple, ce qui nous amène à penser que soit la surface serait remodelée assez récemment, ou alors que la Lune est assez jeune. C'est vrai que quand t'es jeune, t'as pas encore subi trop d'impact, hein, voilà, quand t'es jeune, c'est plutôt lisse au départ. Hein, je sais pas trop où je vais avec ça là. T'as encore failli faire une blague de cul, t'as dit t'arrêtais. Oui, non, mais c'est bon, j'arrête, j'ai juste failli. Il s'en est fallu de peu. Titania est encore un de ces satellites qui sont en rotation synchrone avec leur planète. Dois-je encore expliquer ce que veut dire rotation synchrone? Si vous êtes abonné à ma chaîne, bah, vous devriez le savoir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, déjà abonnez-vous, hein, il me semble que c'est le moindre des choses. Et vous verrez, vous le saurez instantanément. Un satellite en rotation synchrone avec sa planète, ça veut dire que sa période de rotation sur lui-même est égale à sa période de révolution autour de la planète. C'est un peu moins de 9 jours terrestres pour Titania, hein. Ça veut dire que 1 an pour Titania, c'est 9 jours pour nous. Ce qui veut dire que Titania présente toujours la même face à Uranus et qu'elle a donc une face cachée, comme la Lune pour nous et comme en général pour la plupart des gros satellites des planètes du système solaire. Alors sur Titania, évidemment, bah, il y a des cratères, hein, dus aux impacts de météorites. Les noms des cratères, les gars. Non, là non, je suis désolé, non, les gars. Dans je sais plus quelle vidéo, je disais à un moment que les astronomes sont très bons pour découvrir plein de corps dans l'espace, et c'est vrai. Mais alors quand vient le moment de donner les noms, là les gars, faut passer la main. Non mais là je sais pas dans quel délire vous êtes partis, essayer de trouver les noms les plus pourris qui puissent exister pour les cratères. Je veux bien que ce soit des cratères sur des petits satellites au fin fond du système
solaire et qu'on s'en cogne. Mais justement, si on s'en cogne, bah mettez donc un peu de classe, bordel. Comme ils ont fait avec Pluton et Charon, hein, j'en parle dans la vidéo, on peut cliquer là. Parce que là, sur Titania, je vous laisse deviner le nom du plus gros cratère. Gertrude. Oh non, arrête tes conneries. Ah ouais, non mais là, excusez-moi, hein, je veux dire, s'il y a des Gertrudes, je vous aime, hein, bien sûr, je vous kiffe. Mais quand même, il y a des limites. Je veux bien qu'il fasse 326 km de diamètre, que ça représente un cinquième de la surface, tout ça. Je veux bien que Gertrude ce soit la mère de Hamlet, hein, donc dans la pièce de Shakespeare, encore une fois, hein, parce que ça vient de là. Mais je suis désolé, c'est pas une raison. Faites un effort, les gars, il y a tellement de noms vraiment mortels à donner, quoi. Je sais pas, Falcor. Sinon, on a quoi d'autre? On a le cratère Lucette, ou Lucetta, pardon. Le cratère Ursula. Ah bah oui, non mais c'est n'importe quoi, hein, bon c'est bon. Après, c'est vrai que d'un autre côté, il y a quand même aussi les cratères Jessica et Adriana. Là, il y a quand même un gars dans le lot qui avait du goût, hein, parce que bon, Jessica, Adriana... Ah ouais, mais là, je crois qu'on est tous d'accord. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, il y en a qui sont peut-être pas d'accord, hein. Vous avez tout à fait le droit. Hein. Au bûcher! Sinon, quoi d'autre? Sur Titania, il y a aussi des plaines, des vallées, et surtout, l'une de ses caractéristiques physiques principales, c'est la présence d'un immense canyon, largement plus grand que le grand canyon qu'on a sur Terre. Ce qui est assez ouf, hein, d'ailleurs, parce que c'est un corps qui est plus petit que la Lune, et qui a un canyon qui est plus grand que le grand canyon sur Terre. Parlons maintenant d'Oberon. Un peu moins grosse, un peu moins massive, un peu plus sombre, un peu plus loin. On dirait que je chante une chanson, tu sais. C'est la plus lointaine des 5 lunes principales. Elle a un peu la même composition que Titania, puis que toutes les autres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est moitié glace et moitié roche et... un peu comme Dark Vador. Comme pour Titania et pour les 3 autres, Oberon s'est probablement formé à partir du disque d'accrétion qui entourait Uranus lors de sa formation. Un disque d'accrétion, c'est en gros toute la matière qui tourne autour de l'étoile en formation. Il y a du gaz et de la poussière, hein, voilà, et puis des millions d'années plus tard, ça vous forme des planètes, et aussi des petits satellites plus ou moins en même temps qui tournent dans le même sens, bien sûr. Et les 5 satellites dont on parle aujourd'hui se sont probablement tous formés comme ça en même temps que leur planète. C'est pour ça que quand on a d'autres satellites qui tournent dans le sens contraire, on se dit qu'eux, ils se sont pas formés comme ça. Pas en même temps, pas à partir du disque d'accrétion, mais qu'ils auraient plutôt été capturés par la gravité de la planète. Comme pour Titania, Oberon est en rotation synchrone, et on a assez peu de photos d'elle, hein. Les seuls clichés qu'on a viennent de Voyager 2, donc en 1986. La résolution est quand même assez faible, hein, et on est au niveau des appareils photo du Nokia 3310. Quoi, tu t'es fou de moi ou pas? Bah je sais pas, à ton avis, il en avait un ou pas? Bah non, c'est pour ça qu'on voit rien. La meilleure photo qu'on ait d'Oberon, c'est celle-là. Elle a été prise par Voyager 2, donc à 660 000 km de distance. Grâce à ça, on a pu voir un truc de ouf. À la surface d'Oberon, il y avait quoi? Des cratères. Putain, le scoop, les gars. Arrêtez tout, il y a des cratères. Bernard, viens voir. Quoi? Viens voir, je te dis. Il y a des cratères à la surface d'Oberon. Et alors? Bah et alors quoi? Et alors, c'est quoi? C'est un truc de ouf, non? Oui, mais comme sur toutes les autres lunes des planètes du système solaire, en fait. Oui, non mais bon, d'accord, mais c'est intéressant quand même. Non? Bon, il y a quand même des cratères assez gros pour qu'on leur donne des noms. Et à votre avis, cette fois, c'est inspiré de quoi? De Jackie et Michel? Non. Non, pas du tout, non, c'est de Shakespeare, toujours. C'est quand même pas le même registre. Vous avez donc le cratère Hamlet, le cratère Othello et le cratère Macbeth. Voilà, Oberon, que dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose, hein. Voyager 2 a pas récolté beaucoup d'informations lors de son passage. On sait que beaucoup de cratères sont recouverts de matière sombre qu'on n'a pas bien pu identifier, mais bon, de vous à moi, on s'en fout. Oui. Passons à la 3e lune en termes de taille, hein. Là on va commencer à se rapprocher un peu d'Uranus, hein. Et d'ailleurs on va le voir notamment grâce à l'odeur. Et cette petite lune... c'est pas une sirène, c'est une lune, mais n'empêche que ceux qui se rappellent de cette chanson-là, vous êtes des bons. Ariel est une petite lune dont on a pu cartographier seulement 45% de la surface. Elle est aussi en rotation synchrone, bien sûr, elle a une gravité extrêmement faible, hein, comme toutes les autres évidemment. Une force de gravité qui est égale à seulement 3% de celle de la Terre. Voilà, donc encore une fois des cratères, des failles, des vallées, des plaines, etc. Il y a des espèces de formations géologiques un petit peu bizarres, hein. C'est des choses qui restent encore assez inexplicables, un peu comme le succès de Francis Lalanne. À la surface, on voit donc des cratères, et comme je disais, des canyons et des failles, qui seraient le résultat d'une activité géologique plus ou moins récente, hein, peut-être. Enfin, en même temps, ça se trouve, c'est pas ça du tout. On sait qu'il y a de la glace d'eau et aussi du méthane, et on est arrivé à voir un peu tout ça avec les photos prises par Voyager 2, cette fois à 127 000 km de distance. C'est les seules photos que vous aurez jamais, hein, profitez-en, hein, parce que là, faut quand même s'accrocher pour voir les petits satellites comme ça avec des télescopes amateurs. Je veux dire, si vous n'avez pas un énorme diamètre, ça rentrera pas. Enfin, je veux dire, vous verrez rien. Il y a une mission qui s'appelle Uranus Orbiter and Probe, qui devrait être lancée vers là-bas dans les années qui viennent. On va aller voir un peu plus en détail ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire certainement pas grand-chose. En tout cas, grâce à ça, on devrait avoir de bien meilleures images et beaucoup plus d'informations. Allez, on parle maintenant d'Umbriel, la 4e plus grosse lune. Alors, contrairement à Titania, qui a peu de cratères à sa surface, bah là, sur Umbriel, c'est pas compliqué, il y a que ça. Ah, il y a que ça, des cratères partout. Ah, je peux vous dire que là, Umbriel, elle a reçu, là.
Ah là, il y a du monde qui est venu visiter. C'est clair qu'Umbriel, elle est plus toute jeune, quoi. Elle doit avoir un passif assez actif. Si vous voulez, c'est le genre à pouvoir s'asseoir sur un petit Suisse sans l'écraser. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de cratères. Retenez déjà ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Umbriel a une couleur un peu rouge. À mon avis, je pense qu'elle a vraiment dû commencer jeune, pour que ce soit rouge comme ça. Et tu trouves ça drôle? Bon, bah, pardon. Non, mais plus sérieusement, le rouge, c'est un rapport avec quoi? Les règles. Non, sérieusement, les gars, ça n'a rien à voir avec l'âge, parce qu'en fait, les 5 satellites sont un petit peu de couleur rougeâtre aussi. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. La plus rouge de toutes, d'ailleurs, c'est Oberon. Et tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de rouge, j'ai ici une bouteille de... 2 bouteilles. Je vais me les ouvrir après la vidéo. Bah, pour fêter la fin du tournage aussi, hein, c'est que c'est épuisant. Hein. Ouais, ça change un peu du pastis, hein, mais bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Hein. Non, mais la couleur un peu rougeâtre, ça vient du fait que Uranus a bien évidemment d'autres satellites que les 5 dont on parle aujourd'hui, et notamment 9 petites lunes qui sont dites irrégulières, c'est-à-dire déjà qu'ils sont pas rondes, et puis en plus qui ont une orbite extrêmement elliptique, donc qui se rapprochent d'Uranus mais qui vont aussi beaucoup plus loin, et qui en plus ne tournent pas dans le même sens que les autres. Et comme ces petites lunes sont beaucoup plus loin, elles sont constamment bombardées de micro-météorites, et puis également de vents solaires, hein, ce qui n'est pas du tout le cas des 5 plus grosses, puisqu'elles sont protégées par le champ magnétique d'Uranus. Donc avec ces impacts, les petites lunes vont libérer une espèce de petite poussière rougeâtre comme ça, ce qui va former un grand nuage de poussière qui sera ensuite attiré vers le centre d'Uranus avec la gravité, ce qui va faire que les plus gros satellites vont ensuite passer à travers de ce nuage et se recouvrir ainsi d'une fine couche de poussière rouge. Eh ouais mon pote, ça c'est pas de l'explication. Ah, je voudrais faire une vanne, mais je sais pas si je dois la faire. Eh bien, tu ne le dois pas. C'est pas une explication de PD. T'es mort, Solo. Pardon. C'est moi. C'est moi. Alors au menu des cratères, des failles, des canyons, de la glace, de la roche, hein, c'est du vu et du revu. On a l'impression de regarder Star Wars épisode 7. C'est un petit satellite sans histoire, hein, avec des cratères qui ont des noms cette fois inspirés de différentes mythologies. Il y a du rebeu, il y a de l'africain, il y a du blond un peu de là-haut, là, chez les nordiques, hein, il y a des aborigènes aussi, enfin voilà, ils ont mis un petit peu tout ce qu'ils trouvaient. De toute façon, on a environ que 20% de la surface qui a pu être cartographiée par Voyager 2, parce que quand elle est passée, c'était l'hémisphère sud qui était pointé vers le soleil, et l'hémisphère nord, et même d'ailleurs plus, qui était complètement dans l'ombre. Oui, parce que vous savez bien que l'axe de rotation d'Uranus est très fortement incliné, hein, ce qui fait qu'Uranus tourne pas sur elle-même avec un axe vertical, on va dire, comme le font toutes les autres planètes du système solaire, mais qu'elle roule plutôt sur son orbite. Hein. Et comme les satellites tournent autour d'elle dans le même sens, ça veut dire qu'ils sont en fait cette fois perpendiculaires au plan de l'écliptique. Ils sont un peu comme ça en fait, hein. Il y a qu'avec Uranus que ça fait ça. Et comme Uranus fait le tour du soleil en 84 ans, eux ont un hémisphère dans le soleil, dans la lumière, pendant la moitié, 42 ans, et l'autre dans l'ombre, et inversement. Je te raconte pas la différence de saison. Il doit y avoir des bonnes conditions météorologiques là-bas aussi. Allez, on finit avec Miranda, la plus petite des 5. 470 km de diamètre, elle est grande comme à peu près l'état de New York. Miranda est assez proche d'Uranus, hein, elle orbite à seulement 200 000 km d'elle, hein, c'est plus proche que la Lune par rapport à nous. C'est notamment parce qu'elle est très proche d'Uranus qu'elle connaît un grave problème de mouches. Alors Miranda, elle a été découverte encore après, en 1948, pas par William Herschel et William Sorin, là, qui étaient morts et enterrés depuis longtemps, mais par un autre gars qu'on connaît un peu aussi, hein, un astronome néerlandais-américain, qui s'appelle Gerard Kuiper. Mais moi j'aime bien prononcer Kuiper. Et ce gars-là, c'est justement lui qui donna son nom à la fameuse ceinture de Van Allen. Non, de Kuiper, du coup. Ah oui, pardon. Alors Miranda, c'est le satellite que Voyager 2 a pu le mieux photographier. Et du coup, on a vu qu'elle avait une gueule carrément chelou, avec des reliefs extrêmement inégaux et très prononcés. On pense que c'est grâce à sa proximité avec Uranus qui a fait que la force gravitationnelle a déformé la surface de la Lune. C'est vrai que quand on la regarde, on a l'impression que c'est un peu Frankenstein, quoi. Certainement qu'au moment de la création, Dieu, il avait plus que ça à foutre, hein. Il devait aller prendre l'apéro avec ses potes, donc il a laissé le travail à un stagiaire. Alors le stagiaire, lui, il savait pas trop, tu vois, il était là pour apprendre le métier, quoi. Donc du coup, il a pris ce qu'il avait sous la main, tout ce qui traînait, il t'a rafistolé ça avec de la colle, et puis il a pas fait trop gaffe, hein. Voilà, puis après ça a donné ça. C'est vrai qu'au départ, quand on a reçu des images de Voyager 2, on a un peu halluciné, quoi. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors à l'époque, on a imaginé un truc un peu de ouf, c'est-à-dire qu'on a imaginé que la Lune s'était formée, qu'elle avait ensuite été détruite à cause de l'impact d'un astéroïde ou d'un corps énorme de ouf, et qu'avec la gravité, tous les morceaux qui étaient partis dans l'espace s'étaient en fait recollés, mais un peu n'importe comment. On a pensé ça assez sérieusement pendant quelques temps, pour au final se rendre compte que non, c'était n'importe quoi comme idée, c'est complètement con. En tout cas, la surface, ce sera quand même bien chelou, hein. On aurait des falaises de glace de plusieurs kilomètres de hauteur, hein. Ça ferait des canyons de glace 3 fois plus grands que le Grand Canyon chez nous. Ah là, pour faire du base jump, ce serait génial, hein. En plus, comme la gravité de Miranda est beaucoup plus faible que sur Terre, tu mettrais 3 plombes pour descendre, donc ce serait marrant. Et au fur et à mesure de ta chute, tu pourrais te dire... Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ouais, par exemple, pour lui, l'atterrissage, c'était pas important. D'ailleurs, sur Miranda, est-ce qu'on dit atterrissage ou amirandissage? Ah oui, parce qu'atterrissage, c'est pour la Terre, et on dit bien alunissage pour la Lune. Donc pour Miranda, on dit quoi? On dit l'amirandissage. L'amirandissage? Ouais, ou l'amirandacissage, peut-être. Comment tu le sais?
Je sais pas, mais je pense que ça doit être ça. Très bon argument, digne des plus grands créationnistes. Paf dans la gueule. Enfin voilà, la surface de Miranda est unique en son genre, très irrégulière, avec une espèce de mosaïque de trucs qui se ressemblent pas du tout. Les reliefs sont très accidentés, hein. On dirait vraiment qu'il y a rien qui va. Un peu comme... Et voilà, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont encore là. Je vous prie de me croire que c'est pas si évident de vous faire tenir si longtemps sur un sujet comme ça. Mais bon, comme un con, je choisis pas toujours des sujets super sexy, donc faut bien trouver des conneries un peu pour vous faire tenir. Vous inquiétez pas, plus qu'une vidéo sur les satellites de Neptune, et puis après on continuera avec d'autres sujets encore plus cool, et on va vraiment raconter plein de trucs un peu sympas. En même temps, c'était sympa aussi aujourd'hui. C'était très bien. C'était très bien. Avant de vous laisser, il faut que je vous dise un tout petit truc à propos de la dernière vidéo sur les satellites de Saturne. Dans cette vidéo, lorsque je parle de Titan, je dis à un moment qu'il faudrait surtout pas allumer de clope à la surface parce que comme il y a plein de méthane partout et que le méthane c'est inflammable, bah si vous allumez une clope, vous faites tout exploser. Et vous avez été nombreux à me reprendre dans les commentaires en disant que non, ça ferait rien péter du tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oxygène, enfin il n'y a pas d'air on va dire à la surface, donc le feu ne pourrait pas prendre. Et de toute façon, comme en plus il fait moins 180 degrés, accroche-toi pour avoir une flamme. Et bah en fait, vous allez bien rigoler les amis, mais ça, je le savais parfaitement puisque je l'ai même tourné et je voulais le mettre dans la vidéo. Mais comme un bon gros con que je suis parfois, et bah en fait je sais pas vraiment pourquoi, mais j'étais pas complètement sûr à 100% de l'info. Donc au dernier moment j'ai enlevé l'unique phrase où je disais que de toute façon ça ne prendrait pas parce que ça pourrait pas prendre. Et du coup bah vous voyez à l'image une explication qui finalement n'est pas bonne. Et si vous ne me croyez pas, et bah d'abord c'est pas grave. Et d'autre part, permettez-moi simplement de vous montrer la preuve en image. Ça c'est le montage que vous voyez. Alors par contre une fois sur Titan, allez pas vous griller une Garo sur la plage. Ah bah le méthane c'est inflammable les gars, donc si vous voulez pas faire péter tout le satellite, bah mettez-vous la clope électrique. Et ça c'est le montage que j'ai tourné et que j'aurais dû mettre. Alors par contre une fois sur Titan, allez pas vous griller une Garo sur la plage. Ah bah le méthane c'est inflammable les gars, donc si vous voulez pas faire péter tout le satellite, bah mettez-vous la clope électrique. En même temps il n'y a pas trop de risque vu qu'il n'y a pas d'air, enfin il n'y a pas d'oxygène sur place, donc finalement le feu il prendra pas. Bon enfin voilà, c'est pas très grave au final, hein. Vous savez très bien que ici sur 12 parsecs on est un peu dans de l'à peu près, même si j'essaye évidemment de vous dire le moins de conneries possible, mais je voulais juste vous montrer que finalement bah je suis quand même un peu moins con que j'en ai l'air. Et de toute façon je fais ce que je veux, hein. Je veux dire, à un moment donné, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était encore moi le patron ici. Allez, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre aide en termes de likes, de commentaires, de partage, d'abonnements, et vous connaissez la musique. Merci aussi pour vos dons sur Tipeee et Utip, et je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'à partir de maintenant, j'aimerais bien remercier de vive voix quelqu'un en particulier à chaque fin de vidéo. Et bien aujourd'hui, je vais remercier ce bon con de Romain Baquet. Et oui mon gros, c'est pour toi, merci beaucoup pour ton geste. Non, le mec m'a fait un sacré don quand même, hein. Du coup, je me suis acheté une nouvelle paire de baskets Dragon Ball Z. Ouais, c'est l'édition végétale, elle défonce. Un petit mot aussi, un petit coup de pouce rapide à la chaîne YouTube dont j'adore et le nom et le contenu. Elle s'appelle tout simplement Hein. Ça parle bien évidemment d'astronomie, le gars est plutôt cool, les vidéos sont bien foutues. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas du tout parce que je fais la voix d'un personnage dans sa dernière vidéo. Ça n'a rien à voir, je vous promets. Allez mes petits amis, je vous remercie encore bien chaleureusement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Ganso sur 12 parsecs. Tchou.